Monsieur Pierre Milika, qui est coordonnateur du MCCD États-Unis, mais qui a aussi accompagné. J'espère qu'il nous fera le plaisir de nous présenter aussi l'autre avec qui il est. Donc, monsieur Milika va nous parler de l'Afrique centrale à l'épreuve de la transition démocratique. Nous donnons le temps à monsieur Milika, s'il vous plaît. Nous vous remercions de l'honneur de nous avoir invités à participer à cette convention qui est un moment d'échange, de partage entre compatriotes partageant les mêmes idées, celles de liberté, de la lutte d'une part, et d'autre part entre nos frères africains et d'ailleurs qui défendent les mêmes valeurs que nous. Le thème que nous avons à défendre est un thème noble. L'Afrique centrale à l'épreuve de la démocratie, quelle spécificité, quelle convergence avec plutôt l'Afrique occidentale. Bon, il ne s'agit pas pour nous ici de faire l'historique, hein, de parler de l'évolution de chaque régime, de chaque pays, parce que le temps qui nous est donné est très court. Je ne reviens pas sur la définition de la démocratie. La démocratie, beaucoup des frères qui sont passés avant moi l'ont donné, mais nous pouvons résumer au moins que la démocratie veut dire l'application ou le respect de certaines valeurs universelles, quel que soit le pays. Les valeurs sont les mêmes. Donc, telles que le droit à la vie, le droit de l'homme, la liberté d'entreprendre, la liberté d'expression, la justice, dont le frère écrivain a décortiqué avec brio. Et donc, le respect de ces valeurs-là est source du développement d'un pays. Et le contraire, comme nous le constatons en Afrique, chez nous, est source des conflits politiques qui finissent par des conflits armés. Et ça, c'est pas à démontrer. Nous voyons ce qui se passe chez nous, et surtout en Afrique centrale. Et donc, prenons le cas du Congo-Brazzaville, qui est notre Congo, qui est notre pays, que nous connaissons tous très bien. Il y a 25 ans, c'était un modèle, lorsque nous avions réussi notre conférence nationale. Et les autres pays voulaient organiser les leurs à l'image de la nôtre. Mais 25 ans après, excusez-moi, c'est le déluge, c'est la désillusion. Tout s'est transformé, l'espoir s'est envolé. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est les révisions de constitution de façon répétée. Et ça retarde le développement du pays. Ça, c'est le Congo-Brazzaville. Lorsque nous voyons ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui, c'est la même chose. M. Kabila n'a pas l'air de laisser. Il cherche à créer une crise dont le médiateur est Sassou Nguesso. On ne sait pas si vraiment Sassou est un modèle de médiateur. Est-ce que peut-il faire une médiation pour un conflit d'ordre électoral? C'est vraiment gênant. Qu'est-ce qui se passe au Tchad lorsque nous voyons? C'est le même scénario qu'à Brazzaville. Idriss Déby a organisé ces élections comme le Congo-Brazzaville. Le même pourcentage, les mêmes méthodes. Il faut couper le pays du reste du monde. Proclamer les résultats très tard dans la nuit, à 2h du matin, 2h30. Le Rwanda, le Burundi, nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui. Les dictateurs de ces deux pays n'entendent pas
laisser le pouvoir. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est le changement, qu'est-ce que c'est l'alternance. Nkurunziza même est dans l'embarras, où il est dans la CAC, où il est dans l'East Community, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc l'Afrique centrale est vraiment en retard par rapport à la démocratie. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun avec Paul Biya, c'est un pays fermé. Je pense que c'est dans les années 2000-2006, il a révisé sa constitution. Pour lui, c'est pas n'importe qui est président, qui peut devenir président. Donc, il faut être quelqu'un qui peut, et il n'y a que lui qui peut pour être président du Cameroun. Nous avions la Guinée équatoriale. On vient de voir le scénario à la soviétique. Il vient de gagner l'élection à plus de 90%. Et l'enfant est nommé vice-président malgré qu'il soit poursuivi pour des crimes économiques. Le Gabon est en train de nous délivrer un spectacle. Ils sont en pleine campagne électorale. Le débat, c'est lequel? C'est la paternité supposée de l'un des candidats, qui est le président sortant, donc, le fils de l'ancien président. Est-ce que franchement, aujourd'hui, au XXIe siècle, pour une personne qui est née dans les années 50, on peut s'interroger sur sa date de naissance? Tout ça, ça nous gêne. Ça nous gêne. Bon, est-ce que lorsqu'on voit pourquoi nous sommes victimes de tout ça, est-ce que c'est par rapport à notre sous-sol qui est riche? Est-ce que c'est par manque des sociétés civiles crédibles? Ou est-ce que c'est par manque de leaders nationalistes qui mettent d'abord l'intérêt général devant, ou par manque sciemment de la société, plutôt de la force publique digne? Parce que qu'est-ce que les dictateurs font lorsqu'ils arrivent au pouvoir? Ils diminuent la force publique. L'armée pratiquement n'existe plus. Ce sont leurs milices qu'ils arment, qu'ils équipent au détriment de la force publique. Et donc, du coup, tout est verrouillé. Bon, maintenant, est-ce que c'est aussi par manque bon, la mauvaise foi, on peut dire, hein, des intellectuels de la sous-région? Ils ont un problème avec le pouvoir, la conception du pouvoir, les intellectuels. Parce que lorsqu'on voit ceux qui entourent ces dictateurs, ce sont pratiquement des grands intellectuels, des grands universitaires, des grands professeurs. Lorsqu'ils sont dans les amphis, c'est un autre discours. C'est des critiques. Et une fois appelés autour du pouvoir, c'est une autre interprétation. Et donc là encore, nos intellectuels ont une part de responsabilité. Parce que on essaie de voir comment nos jeunes essaient de se battre pour rechercher le changement. Qu'est-ce qui se passe? On les tire dessus. Avec la bénédiction, nous pouvons dire, de la communauté internationale. Parce que ces armes que les dictateurs utilisent pour tirer sur leur peuple proviennent non seulement des sociétés privées, mais aussi de ces gouvernements, les gouvernements de ces grandes puissances. Nous avions le cas encore de Congo-Brazzaville. Dans la tourmente, le gouvernement français signe des accords militaires avec un gouvernement qui est mis en mal par son peuple, qui tire sur les jeunes gens menus. Ça ne peut que nous écueiller. Malgré ce constat
alarmants de la sous-région Afrique centrale. Et nous avions un peu l'espoir de l'autre côté donc, de l'Afrique de l'Ouest, excepté la Gambie et le Togo, qui ont encore les germes de leurs homologues de l'Afrique centrale. Donc, comme je l'ai dit, hein, on ne peut pas aller vraiment dans les détails, le temps est petit, mais nous avions aujourd'hui le Sénégal, le Ghana, qui sont des exemples. Bon, au moins visibles, hein. Les problèmes ne manquent pas, mais l'alternance est là. Hein? Et c'est avec le temps, 15 ans, 20 ans, bon, les choses seront autrement qu'aujourd'hui. En tout cas, ils sont dans le processus. Nous avions le Nigeria, le Bénin, hein, qui sont des exemples de l'alternance. Le Nigeria a fait une grande passation de service qui nous a tous plu. Nous avions tous assisté aux élections qui viennent de se passer au Bénin. Il y a eu un débat à l'occidental, si nous pouvons dire que les occidentaux sont le modèle de la démocratie, mais en tout cas, il y a eu des débats évoquants entre les deux finalistes. Et ça, c'est un espoir pour l'Afrique. Bon, nous avions la Sierra Leone, le Libéria, qu'on ne peut pas trop les en vouloir. Hein. Ils sont engagés dans la dynamique, ils s'y tiennent. Vous savez, ce n'est pas aussi facile d'effacer en une année, 2 ans, plusieurs années de haine, hein, et des milliers de morts. Mais ils sont là, ils tiennent, c'est à saluer. Nous avions la Guinée, hein, le Mali, le Burkina Faso, qui sont engagés malgré le contexte international très difficile, malgré le terrorisme international, mais ils s'y tiennent. Nous avions la Guinée, Conakry, la Côte d'Ivoire, qui sont aussi engagés dans la même dynamique de l'alternance. On a Alpha Condé qui a aujourd'hui pratiquement 80 ans. On ne le voit pas, il a son deuxième mandat, on ne le voit pas réviser la Constitution demain. Bon, parce qu'il a été quand même un grand défenseur de la démocratie, donc on pense qu'il sera le modèle. Et nous avions Ouattara qui, nous savions tous très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Lui aussi, il a son deuxième mandat. Aujourd'hui, il est engagé dans un exercice tout à fait difficile, la réécriture de sa constitution, ce que nous souhaitons pour lui, donc pour l'Afrique, qu'il laisse un texte consensuel. Parce que lui, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement ceux qui sont à La Haye ou ceux qui sont en train d'être jugés par les tribunaux nationaux, hein, mais c'est un problème dont toute la classe politique est responsable. Et donc si M. Ouattara peut laisser un texte qui peut garantir la paix en Côte d'Ivoire, c'est une bonne affaire. Bon, on peut s'interroger pourquoi un peu le succès là-bas. Même s'il y a des problèmes, hein, on va dire non mais il y a ceci, non, oui, mais nous, un peu l'aspect visuel, ça se passe un peu là-bas, ils arrivent à organiser leurs élections, et il y a des passations de services, contrairement à ce qui se passe en Afrique centrale. Bon, donc nous pouvons saluer cela, et cela est dû à la détermination de leur jeunesse, la détermination de la population de façon générale, de la maturité, on peut dire, des hommes politiques, y compris des opposants, hein, qui acceptent l'alternance et qui limitent un peu aujourd'hui l'amateurisme et la transhumance, parce que c'est ça qui mine notre système politique aujourd'hui. Et donc, ils ont des sociétés civiles très crédibles, bon, des armées aussi, où la force publique et d'autres institutions de sécurité qui ont le sens républicain, hein, parce que malgré les moyens qui sont les leurs, ils arrivent quand même à se maintenir face à des gardes républicaines présidentielles plutôt mieux équipées. Le cas du Burkina illustre très bien la détermination de ce jeu. Donc bref, et puis les intellectuels de l'Afrique de l'Ouest, on peut aussi les saluer. Ils font un travail important, hein, parce qu'ils arrivent à ramener un peu à l'ordre l'homme politique. Parce que l'homme politique,
même s'il est intellectuel, quand il devient l'homme politique, ce n'est plus le même intellectuel. Et ça, c'est ahurissant, c'est regrettable, mais que voulez-vous? Donc, et voilà, chers participants, plutôt chers amis, Samba, Goma, nous vous remercions, mais nous ne nous limiterons pas seulement à ce moment, parce que lorsqu'on fait le constat, il faut qu'on projette l'avenir. Il faut que nous projetons l'avenir. Qu'est-ce que nous pouvons apporter demain pour sauver nos pays? C'est vrai, le chemin est long. Vous savez, l'autoroute vers la gloire n'existe pas. Il y a toujours des étapes, et même la trahison. Mais il faut que nous soyons nous-mêmes. C'est en soyant nous-mêmes que nous allons vaincre ces dictatures. Donc, sans abuser de votre temps, je vous remercie. Merci à vous, monsieur Pierre. Merci. C'est nous qui vous remercions parce que vous avez fait un long trajet, États-Unis jusqu'ici. Et nous remercions aussi le président Bruno Moulet du MCCD. Vous transmettez nos salutations chaleureuses et très amicales. Et cela nous emmène à des questions. Donc dans la salle, nous allons donner 2 questions rapidement. Notre frère, oui, mon frère, après ça va être M. Georges Goma. Moi, j'apprécie beaucoup l'intervention des États-Unis. Oui. Et j'aurais voulu entendre une autre son de cloche. On définit la démocratie ici comme l'alternance, etc. Est-ce que vous ne constatez pas qu'en Afrique centrale, c'est le point du régime présidentialiste qui fait problème? Parce qu'une personne qui serait issue d'un régime parlementaire peut faire 2, 3, 4, 5 mandats en même temps que le peuple est satisfait de ce mandat. Mais pourquoi est-ce que nous, en Afrique centrale, on ne peut pas envisager peut-être de proposer, de suggérer un statut de l'opposition ou même changer le régime pour faire en sorte que nos peuples, qui est quand même de l'émulation dans la société, mais nous on est comme calqués sur le système colonial français qui nous a été imposé, qui du reste est très loin de nos réalités. Moi je suis camerounais, il y a 250 ethnies. Et puis je suis d'une ethnie bamileke, et puis quand la pénétration européenne arrive, mais chez nous on est organisé, il y a la démocratie traditionnelle. Maintenant on est fondu dans une nation où parfois les repères on ne les retrouve plus. Et par conséquent, parfois on est étonné de voir un M. Bia qui est au pouvoir. M. Bia peut organiser des élections, mais tout dépend de la composante sociologique du Cameroun, que de toutes les façons, de l'Est et de l'Est, on n'est pas très bien informé de ce qui se passe. Merci. Je ne sais pas si... c'est un constat. Ok, merci mon frère, merci pour ce constat. Monsieur Georges Goma. Oui, merci. Déjà, je ne reviens pas sur les remerciements déjà donnés par le coordonnateur de la convention. C'est déjà rempli les remerciements. Mais merci vraiment de cet éclairage, cette approche comparative entre l'Afrique centrale et puis l'Afrique occidentale. Il y a vraiment quelque chose à tirer là-dessus. Mais moi, je voudrais revenir, vous avez mentionné le cas de la Côte d'Ivoire avec Ouattara, qui ont changé la Constitution, on attend à voir. Et aussi, surtout, qu'ils nous disent comment est-ce qu'il va réécrire ce texte fondamental. Et je vais oser espérer qu'il ne va pas l'écrire seul avec son parti, donner son approche de la chose en Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si vous avez vu le tout dernier Canard enchaîné qui est sorti là. Le tout dernier Canard enchaîné sur la Côte d'Ivoire. Eh bien, j'ai bien peur que M. Ouattara se mette à faire comme tous les autres. Parce qu'à tous les postes politiques, économiques, il est en train d'installer sa famille. Il est en train d'installer sa famille. Alors c'est ça qui nous donne vraiment des sueurs froides. Autant on peut comprendre que sur le plan économique, il est en train de faire des choses extraordinaires, à peine arrivé au pouvoir, enfin. Mais sur le plan de la perspective démocratique pour la Côte d'Ivoire de demain, j'ai bien peur, j'ai vraiment bien peur
que cela soit ainsi. Et pour terminer, c'est une observation, une question, c'est pas une question. Il faut que les Africains, la peinture que vous faites entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, bien sûr, la France est en Afrique de l'Ouest, la France est en Afrique centrale aussi. Je crois que les Africains aujourd'hui doivent prendre le courage maintenant de regarder la France en face. De regarder la France en face et de lui faire une critique en bonne et due forme de ce qu'a été sa politique en Afrique, autour de la France-Afrique. Évidemment qu'il ne veut pas mourir. J'ai comme l'impression que nous avons souvent peur de toucher à la France. On le caresse un peu dans le sens du poil. On voit très bien ce qu'elle fait en Afrique. Lissouba disait, je sais que le pétrole tue, mais qu'ils y aillent. Et les jeunes d'aujourd'hui, nous devons avoir le courage de dire à la France, eh bien, nous savons aussi que le pétrole tue, mais allez-y. Nous ne sommes plus un jeune, nous ne sommes plus un Congolais, nous ne sommes plus un Africain, nous sommes plusieurs Congolais, nous sommes plusieurs Africains. Vous voyez? Donc je pense il faut qu'on change un peu de paradigme. Il faut qu'on soit à un certain moment assez frontal par rapport à cela. Voilà l'observation que je vais faire. Je sais que beaucoup de gens ne disent pas ça, mais moi je le dis. Moi je le dis. Et la France m'écoute quand je le dis. Bon, dans les deux cas, il y a la prise de conscience. On ne peut réussir que si nous nous remettons en cause et qu'on prend conscience de l'ampleur de la situation. Si on se remet en cause et qu'il y ait une prise de conscience générale, nous pouvons affronter ces puissances. Vous venez de prendre l'exemple sur l'Issouba. Le jour que l'Issouba s'engage dans le bras de fer contre la France, combien de Congolais l'ont soutenu? Donc il faut que nous arrivions à déterminer qu'est-ce que c'est l'intérêt général. Peu importe notre camp, peu importe notre obédience politique. Lorsqu'on touche au Congo, aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire qui vous a fait, mais les retombées du pouvoir, lesquelles qui en tirent profit. Donc il y a cette remise en cause. Et c'est là où on renvoie encore là-bas aux intellectuels, aux hommes politiques. Parce que ce sont ceux-là qui causent avec la France, ce n'est pas le paysan. Le paysan, nous, on va pour lui donner le message. Il faut voter. Il vote. Après, c'est les guerres. Il dit, mais vous nous avez demandé de voter. On a voté, c'est encore les guerres. Donc, il y a cette remise en question. Ça fera qu'avec le temps, ça va changer. Maintenant, quand M. Ouattara, vous saviez, c'est pas difficile lorsqu'on sort d'un grand combat, une grande lutte. On a eu des fidèles. Ce qui est important, que M. Ouattara respecte la Constitution. Que M. Ouattara, s'il veut réécrire la Constitution, qu'il le fasse avec toute la classe politique. Et que le moment venu que M. Ouattara part. Si M. Ouattara se retire, s'il y a Gabéji, le régime qui viendra fera le constat. On a vu le fils de Ouad en prison. Donc il n'empêche que les hommes de Ouattara demain soient en prison. Donc ce qui est important, d'abord c'est l'alternance. Qu'ils partent, qu'ils laissent librement, qu'ils réinscrivent la Constitution, réécrivent plutôt la Constitution avec l'apport, que ça soit un document consensuel. Maintenant le reste, on verra. Merci beaucoup, M. Pierre Malika. Merci. Félicitations pour cette intervention très remarquée. Et nous avions aussi Pierre Malika du MCCD.
qui est le représentant du MCD États-Unis, un parti de Bruno Moïle, comme vous le savez, avec qui on travaille de connivence tout le temps. Monsieur Pierre Manika, vous avez un mot, s'il vous plaît, à la communauté congolaise, mais aussi à la diaspora en général. Oui, le mot, c'est juste un mot de la reconnaissance, parce que la Convention vient de prendre une initiative très importante, donc, qui essaie de fédérer toutes les forces qui luttent pour la même cause, qui défendent les mêmes valeurs. Et donc, ça a été pour nous un grand plaisir de participer à ce grand moment d'échange, de partage avec nos compatriotes, avec nos amis africains et d'ailleurs. Le mouvement congolais contre la dictature, comme d'habitude, a répondu présent et déterminé, engagé à participer à toute initiative qui tende vers la libération de notre peuple. Comme nous le savons, que rien n'est facile. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de trahisons, mais une chose est vraie, notre unité, notre détermination, la détermination du peuple va nous permettre, ou plutôt nous permettront de convaincre cette dictature, et convaincre la dictature sera donc un passeport diplomatique pour la libération du peuple congolais et pour son bien-être. Donc une fois de plus, je remercie mon très cher Samba, je remercie mon très cher Goma, qui ont eu le plaisir de faire cet honneur au mouvement congolais contre la dictature. Vive notre pays et vive la Convention. Merci, merci. Merci, monsieur Pierre.